Je n'ai pas eu de naissance. J'ai eu une expulsion. Je suis née dans les toilettes d'un hôpital, dans le froid d'une cuvette en céramique, un jour de pluie de novembre. La femme qui m'a donné la vie n'a jamais voulu de moi. À peine le cordon coupé, ou plutôt arraché, elle a tiré la chasse d'osseuse, un bruit d'eau et de mécanique. Le son de ma première condamnation. Elle est sortie de la cabine, a rajusté ses vêtements et a quitté l'hôpital sans un regard en arrière. Elle pensait que j'allais disparaître. Un petit morceau de chair, broyé, dissous dans les égouts de la ville. Un secret lavé par l'eau sale. Mais je suis une combattante. Ou peut-être juste têtue. Je n'ai pas été emportée. Ma tête, trop grosse ou trop difforme, s'est coincée dans l'ouverture de la canalisation. C'est là qu'une infirmière m'a trouvée. Elle était entrée pour faire une pause, fumer une cigarette qu'elle n'avait pas le droit de fumer, là. Elle a entendu un son, un gargouillis qui n'était pas celui de la plomberie. Elle m'a vu, un nouveau-né bleu, gluant, coincé dans un trou, plein d'excréments et de sang. Elle n'a pas crié, elle n'a pas appelé à l'aide. Elle a posé sa cigarette, s'est agenouillée sur le carrelage sale et a plongé ses mains dans la cuvette. Elle m'a sorti de là. Les médecins ont dit que c'était un miracle que je sois en vie. Ils ont dit aussi qu'un tel traumatisme, un tel manque d'oxygène laisserait des séquelles. Le mot paralysie cérébrale a été murmuré dans les couloirs. Dommage irréversible. J'étais un dossier médical avant d'être un être humain. La femme qui m'avait abandonnée était introuvable. À cette époque, les caméras de surveillance n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. J'étais une énigme. Un bébé toilette, comme la presse locale m'aurait appelé s'il l'avait su. Après une semaine en couveuse, personne ne m'avait réclamé. J'étais prête pour l'étape suivante. L'orphelinat. Le service social avait rempli les papiers. J'allais devenir un numéro dans le système. Le jour du transfert est arrivé. Une femme des services sociaux, au visage fatigué, est venue me chercher. L'infirmière qui m'avait trouvée était là. Elle s'appelait Mariki. Elle m'a regardée dans mon berceau en plastique. Moi, le bébé qui ne pleurait jamais. Le bébé peut-être cassé. Et au moment exact où la femme des services sociaux a posé ses mains sur moi pour me soulever, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai hurlé. Ce n'était pas un cri de bébé, c'était un cri de rage, un cri de survie, un son si puissant, si déchirant, qu'il a fait sursauter tout l'étage. Je m'accrochais à la vie par le seul fil que j'avais, ma voix. La femme des services sociaux a tressailli. Mais Mariki, elle, n'a pas bougé. Elle m'a regardée et pour la première fois, j'ai vu quelqu'un me voir vraiment. Elle s'est avancée. Elle a posé sa main sur celle de l'assistante sociale. Non, a-t-elle dit, sa voix douce mais incroyablement ferme. Pardon, a dit l'assistante sociale. Non, a répété Mariki. Elle reste. Je la garde. Elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a serrée contre son uniforme qui sentait l'amidon et le savon. Mon cri s'est arrêté net. Je l'avais choisie. Elle m'avait entendue. À partir de cet instant, elle est devenue maman. Bien sûr, tout le monde à l'hôpital pensait qu'elle était folle. Mariki, la pauvre fille, elle est stupide ou quoi? Elle recueille un bébé trouvé dans les chiottes, un bébé qui est probablement retardé en plus. Elle va gâcher sa vie. Maman se contentait de sourire. Un sourire doux, un peu triste sur les bords. Vous ne savez rien, répondait-elle en me berçant. Clara est la fille la plus merveilleuse du monde. Elle l'a dit, et elle l'a cru. Commencer une vie de mère célibataire est difficile. Commencer avec un bébé sans papier, sans histoire, et avec une facture médicale qui s'allongeait, était impossible. Maman n'avait pas de congé de maternité. Je n'étais pas sortie de son ventre. J'étais sortie d'une cuvette. Alors, elle m'a emmenée au travail. Chaque jour. Elle travaillait à l'hôpital, elle était infirmière en chirurgie. Un poste prestigieux, exigeant. Mais on ne peut pas garder un nouveau-né dans un bloc opératoire. Pour me garder, maman a demandé son transfert. Elle a quitté la chirurgie pour l'unité des malades de longue durée. Son salaire a été réduit de moitié. Ses horaires ont été inversés. Elle a pris les gardes de nuit
les week-ends, les jours fériés que personne ne voulait. Le seul avantage, le service de néonatologie. La nuit, quand l'hôpital était silencieux, maman me poussait dans les couloirs dans un berceau d'hôpital volé. Elle me garait près du poste des infirmières. Les autres infirmières, mes premières gardiennes, sont devenues ma famille élargie. Oh, la petite Clara a faim. Passe-la-moi, Marie. Va prendre un café. Tu vas t'effondrer. Elle se relayait pour aller emprunter du lait maternisé dans les réserves de la maternité. La chef infirmière, une femme sévère au cœur tendre, fermait les yeux. Elle faisait semblant de ne pas voir le berceau caché derrière son bureau. J'ai grandi comme ça, biberonnée au lait volé et à l'amour inconditionnel. J'ai appris à dormir avec le bip des moniteurs cardiaques et l'odeur d'antiseptique. Mon premier mot aurait dû être stéthoscope. Mais le destin, celui-là même qui m'avait jeté aux toilettes, n'en avait pas fini avec moi. À 6 mois, le verdict est tombé. Les autres bébés de 6 mois rampent. Ils s'assoient. Ils gazouillent. Moi, je restais couchée sur le dos, immobile, silencieuse. Je n'étais pas stupide. J'observais. Je regardais les ombres danser au plafond. J'écoutais les conversations des infirmières. J'absorbais le monde. Mais je ne voyais aucune raison de bouger. Le monde venait à moi. Maman venait à moi. Mais le monde n'aime pas l'immobilité. Maman m'a emmenée chez le pédiatre en chef. Un homme important, avec des lunettes importantes. Elle était nerveuse. Je le sentais. Son cœur battait plus vite sous ma tête. Elle va bien, n'est-ce pas, docteur? Demanda-t-elle, sa voix essayant d'être légère. Elle est juste calme. Le pédiatre ne m'a pas regardée. Il a regardé son dossier. Mon dossier. Celui qui commençait par « trouver dans les toilettes ». Il a pris un stylo. Il m'a tapoté la plante des pieds. Je n'ai pas réagi. J'ai trouvé ça impoli. Non, dit-il, elle ne va pas bien. Elle a 6 mois. Elle n'a aucun tonus musculaire. Elle ne se retourne pas. Mais elle est intelligente. Elle me regarde. Un scanner cérébral, la coupa-t-il, griffonnant sur une ordonnance. Tout de suite. Maman s'est figée. Un scanner? Mais les radiations, pour un bébé si petit. Le pédiatre a levé les yeux de ses papiers pour la première fois. Son regard était froid, dépourvu de toute compassion. Madame qui, dit-il en appuyant sur son nom, comme pour lui rappeler qu'elle n'était qu'une infirmière. Si votre fille a vraiment un problème, un diagnostic tardif d'un seul jour pourrait vous laisser des regrets pour le reste de votre vie. C'est ce que vous voulez? Il l'avait piégée. Il avait utilisé son amour de mère contre elle. Maman a baissé la tête. Non, docteur. La salle du scanner était blanche. Trop blanche. Et froide. La technicienne en radiologie a vu maman et a froncé les sourcils. Marie, c'est toi? Mais tu n'as pas dit que c'était pour quelqu'un de l'hôpital. Elle m'a regardée, si petite sur l'immense table. Pourquoi tu laisses faire ça, Marie? Un scanner sur un bébé de 6 mois? Tu sais ce que ça peut faire au développement du cerveau? Maman n'a rien dit. Elle a juste serré les lèvres. Elle savait tout sur les risques. Mais la phrase du docteur résonnait dans sa tête. Des regrets pour le reste de votre vie. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Je me suis endormie au son de la machine, un bruit sourd et rythmé. Quand je me suis réveillée, maman me tenait si fort que ça me faisait mal. Nous sommes retournés dans le bureau du pédiatre. Le film du scanner était accroché à un mur lumineux. Une photo de mon cerveau. Le docteur a regardé l'image pendant une éternité. Il a poussé ses lunettes sur son nez. Je ne vois pas d'anomalie structurelle évidente, a-t-il dit. Maman a poussé un soupir si profond que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Mais le docteur n'avait pas fini. Cependant, a-t-il ajouté en se tournant vers nous, cela ne change rien au diagnostic clinique. C'est un cas typique de retard de développement sévère, probablement dû au traumatisme de la naissance. Il s'est levé, signifiant que la consultation était terminée. Il faut une intervention immédiate, rééducation intensive, kinésithérapie, psychomotricité. Chaque jour. Sans cela, elle aura des séquelles à vie. Il a tendu à maman un autre morceau de papier,
une ordonnance pour une vie de combat. Maman est sortie du bureau. Théo. Elle marchait comme un automate. Elle n'a pas pleuré. Pas encore. Elle est allée directement au centre de rééducation, au sous-sol de l'hôpital. La femme à l'accueil lui a souri, puis a regardé l'ordonnance. Son sourire s'est effacé. « Oh, Marie, c'est pour ta petite ?» Elle a tapoté sur son ordinateur. Alors, rééducation intensive, 5 jours par semaine, plus les séances de psychomotricité. Elle a regardé maman par-dessus ses lunettes. Le tarif de base, sans assurance complémentaire, ça va faire dans les 900 € par mois. 900 €. Le salaire de maman, après son transfert et sa réduction de temps de travail, était de 1900 €. 900 €. Nous sommes sortis du centre de rééducation. Le soleil se couchait. Maman s'est assise sur un banc dans la cour de l'hôpital. Elle a regardé le devis, puis elle m'a regardé. Et là, elle a pleuré. Elle n'a pas sangloté. C'étaient des larmes silencieuses, grosses et chaudes, qui tombaient sur mon visage. Elle pleurait sa vie brisée. Elle pleurait l'injustice. Elle pleurait parce qu'elle m'aimait et qu'elle ne pouvait pas me payer. Elle pensait qu'elle avait échoué. Elle pensait qu'elle m'avait sauvée des toilettes pour me laisser m'enliser dans une vie de handicap. Je l'ai regardée. J'ai regardé cette femme magnifique qui sacrifiait tout pour moi. J'ai levé ma petite main, celle qui était censée être trop faible. J'ai attrapé un de ses cheveux qui était tombé sur ma joue. Elle a arrêté de pleurer. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Et j'ai dit mon premier mot. Ce n'était qu'un son, mais c'était tout ce que j'avais. Les yeux de maman. Je ne les oublierai jamais. Ils se sont remplis d'une lumière si intense qu'elle a chassé toutes les ombres. Une lumière qui aurait pu ranimer un mort. Une étoile du matin. « Clara !» a-t-elle crié, me serrant contre elle. « Tu as parlé !» Elle riait et pleurait en même temps. « Tu es la plus intelligente !» a-t-elle crié au ciel, aux médecins, à l'univers entier. « Ma fille est la plus intelligente !» Elle a posé son front contre le mien. Sa peau était chaude, salée par les larmes. Elle m'a regardée avec une intensité qui faisait peur. Et elle a fait une promesse. Pas à moi, pas à Dieu, à elle-même. « Maman va te guérir » a-t-elle murmuré, sa voix rauque de détermination. « Je te le jure, Clara, je te le jure. » La guerre venait d'être déclarée. La promesse de maman n'était pas un mot en l'air. C'était un plan de bataille. Dès le lendemain, elle a trouvé les 900 €. Je ne sais pas comment. Je suspecte qu'elle a emprunté à ses collègues, qu'elle a vendu le peu de choses qu'elle possédait. L'argent est apparu. Mes séances de rééducation ont commencé. C'était un monde de tapis en mousse colorée, de ballons géants et d'instruments qui ressemblaient à des jouets de torture doux. Une gentille kinésithérapeute me pliait les jambes, me forçait à me mettre sur le ventre, me faisait rouler. Je détestais ça. Je pleurais. Maman, elle, n'était pas autorisée à rester dans la salle. Les parents déconcentrent l'enfant, disait-on. Elle attendait dans le couloir, sur une chaise en plastique orange. Elle écoutait mes pleurs. Je savais que chaque cri que je poussais était comme un clou planté dans ses mains. Mais maman n'était pas du genre à rester assise sur une chaise orange. Après la première semaine, elle a remarqué quelque chose. Le centre de rééducation avait besoin de quelqu'un pour nettoyer le soir. Les sols, les tapis, vider les poubelles. Le soir même, elle avait le poste. Après sa garde de nuit à l'hôpital, elle ne rentrait pas dormir. Elle venait directement au centre de rééducation. Elle ne me réveillait pas. Elle me posait dans mon couffin dans un coin du bureau d'accueil, là où la réceptionniste lui avait donné la permission. Et puis, elle commençait son travail. Elle avait un seau, une serpillière. Mais son vrai travail, c'était d'apprendre. Elle nettoyait le sol de la salle de thérapie, mais ses yeux ne quittaient jamais les kinésithérapeutes. Elle regardait comment il tenait la tête d'un enfant, comment il stimulait le réflexe de marche, quels muscles il massait. Elle apprenait en douce. Elle rentrait à la maison, épuisée, sentant le désinfectant, et elle essayait de reproduire les gestes sur moi. Sa touche était plus douce.
Son désespoir était plus grand. Les kinésithérapeutes n'étaient pas stupides. Ils ont remarqué. « Marie, tu as oublié un coin », disait-il en souriant. Il savait ce qu'elle faisait. Et parce qu'elle était Marie qui, l'infirmière que tout le monde aimait, parce qu'elle était une des nôtres, il laissait faire. Il lui donnait même des conseils, l'air de rien. « N'oublie pas de soutenir le cou, Marie. Ah, tu as vu ce que je viens de faire avec le petit Léo ? C'est une nouvelle technique, très efficace. » Ils étaient ses complices silencieux. Maman apprenait vite. Elle était infirmière. Elle comprenait l'anatomie. Bientôt, ses séances avec moi à la maison sont devenues plus efficaces que celles du centre. Mais ce petit jeu n'a pas duré. Il y avait un homme qui n'était pas un complice. Le docteur Triotte, Adrien Triot, le chef du service de rééducation. C'était un homme grand, au dos droit comme une règle. Il ne portait jamais de blouse blanche, toujours un costume sombre, sous une blouse de médecin impeccable. Il ne souriait jamais. Ses yeux, derrière des lunettes fines, voyaient tout. Il n'était pas aimé. Il était craint. Il dirigeait son service comme un camp d'entraînement militaire. La ponctualité était une religion. L'efficacité était un dieu. Et il n'y avait pas de place pour les émotions. Surtout pas pour les histoires de couloir. La 3e fois qu'il a surpris maman en train de nettoyer la même zone pendant 10 minutes, tout en regardant fixement une séance de thérapie, il est intervenu. Il n'a pas crié. C'était pire. Il a parlé d'une voix basse, glaciale. Il s'est approché d'elle. Maman s'est figée, la serpillière à la main. Madame qui ? Maman a sursauté. Docteur Trio, je finissais juste ici. Non, dit-il. Vous n'étiez pas en train de finir. Vous étiez en train de voler. Maman est devenue écarlate. Pardon, je n'ai jamais. Vous volez la propriété intellectuelle de mes thérapeutes, dit-il, son regard ne la lâchant pas. Vous pensez que des années d'études peuvent s'apprendre avec une serpillière à la main ? Les kinésithérapeutes dans la salle se sont tus. Les enfants se sont arrêtés de pleurer. L'air était devenu irrespirable. Je voulais juste aider ma fille, a murmuré maman, humiliée. Vous n'aidez personne, a rétorqué Triotte. Vous mettez votre fille en danger en reproduisant des gestes que vous ne comprenez pas, et vous mettez mon service mal à l'aise. Il a pointé la porte. L'hôpital est un lieu de soins, Madame Key. Ce n'est pas un endroit pour les passe-droits, les relations ou les portes de derrière. Il s'est penché vers elle, assez près pour qu'elle seule l'entende, mais assez fort pour que tout le monde comprenne. Si je vous revois encore une fois dans cette salle sans rendez-vous, je le signale à votre hiérarchie. Et je peux vous garantir que ce sera la fin de votre carrière d'infirmière. Compris ? Maman a lâché la serpillière. Le manche a heurté le sol avec un bruit sourd. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de verser devant lui. Elle est sortie de la salle. Elle m'a récupérée dans le bureau d'accueil et nous sommes rentrés à la maison. Elle n'a pas pleuré ce jour-là. Elle était au-delà des larmes. Elle était brisée. Le lendemain, maman a payé la totalité des frais de rééducation pour le mois suivant. Elle n'est plus jamais retournée dans la salle de thérapie. La porte que les gentils kinésithérapeutes avaient entr'ouverte, le docteur Trio l'avait claquée, verrouillée et barricadée. À partir de ce jour, la vie est devenue encore plus difficile. L'équation était simple. 1200 € de salaire, 900 € de frais pour moi. Il restait 300 € pour le loyer, la nourriture, les couches, la vie. Maman a arrêté de manger. Enfin, pas complètement. Elle disait qu'elle n'avait pas faim. Elle disait que le café suffisait. Elle disait qu'elle préférait manger léger. Moi, j'avais les meilleurs repas. Du lait en poudre de qualité, des petits pots bio. Elle ne lésinait sur rien pour moi. Pour elle, c'était rien. Son uniforme d'infirmière, autrefois ajusté, flottait sur elle. Ses pommettes sont devenues saillantes. Ses yeux, autrefois pétillants de sa promesse, sont devenus cernés, hantés par la fatigue et la faim. Elle ne se plaignait jamais. Elle me souriait toujours. On va y arriver, ma Clara. On va leur montrer à tous.
Mais la nuit, quand elle pensait que je dormais, je l'entendais. Je l'entendais pleurer doucement dans son oreiller, des pleurs silencieux d'épuisement. Les autres infirmières, mes tantes de cœur, l'ont remarqué. On ne peut pas cacher la faim à des femmes qui passent leur vie à nourrir les autres. Marie, tu n'as pas touché à ton plateau, a dit l'une d'elles pendant une pause à la cafétéria. Pas faim, a murmuré maman en sirotant un café noir. Mensonge, a dit une autre plus âgée. Elle a pris son propre sandwich au thon et l'a posé de force devant maman. Mange, c'est un ordre de ta supérieure. Maman a essayé de refuser, mais les larmes lui sont montées aux yeux. Elle a mangé le sandwich. Elle l'a dévoré, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. C'était probablement le cas. À partir de ce moment-là, maman n'a plus jamais manqué un repas. Les infirmières se sont organisées. J'ai fait trop de lasagne hier soir, Marie. Tu m'en débarrasses? Mon mari est à la diète. J'ai tout ce poulet rôti. Tu le veux pour Clara? Elle la nourrissait, elle et moi, Titi, par procuration. Elles ont créé un réseau de solidarité, un bouclier de nourriture et d'amour autour de nous. La chef infirmière, la femme sévère au cœur tendre, a même essayé d'intervenir. Elle est allée voir le docteur Triot en personne. Elle est revenue furieuse. Je n'ai jamais vu un homme aussi froid, a-t-elle fulminé devant les autres, en pensant que je dormais dans mon berceau. Je lui ai expliqué la situation de Marie. Je lui ai parlé de toi, Clara. Je lui ai demandé un geste, un petit arrangement, un tarif réduit pour le personnel, et a demandé une jeune infirmière. Et il m'a jeté dehors. Il a dit, le service de rééducation n'est pas une œuvre de charité. Si madame qui ne peut pas payer, elle doit trouver une autre solution. Peut-être qu'elle n'est pas apte à élever cet enfant. Le silence qui a suivi était lourd de colère. L'histoire s'est répandue. Le docteur Triot est devenu l'ennemi public numéro 1 de l'étage. L'ogre du sous-sol. La pression sur maman a augmenté. Ce n'était plus seulement l'argent, c'était le jugement. Une des infirmières les plus âgées, celle qui approchait de la retraite, a pris maman à part. Une après-midi, dans la salle de repos. Elle lui a offert un café. Elle lui a parlé du temps, de la nouvelle directrice. Et puis, elle a posé sa main sur celle de maman. Marie, a-t-elle dit, sa voix douce et fatiguée, je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire. Maman s'est tendue. Tu devrais arrêter. Laisse tomber. Laisser tomber. Quoi? La rééducation? Non, Marie, laisse-la tomber. Elle. Elle m'a désignée. J'étais dans mon couffin, à leurs pieds. Ce n'est pas ta fille biologique, a continué la vieille infirmière, sans méchanceté, juste avec une triste logique. Tu t'épuises, tu te tues à petit feu. Et pourquoi? Pour un peut-être. Tu l'as sauvée, c'est magnifique, mais tu ne peux pas la sauver du destin. Et si elle reste handicapée, tu crois que tu pourras la nourrir et la porter toute ta vie? Tu n'y arriveras pas, Marie. Marie. Personne ne le peut. Elle a serré la main de maman. Laisse-la aux services sociaux. Ils ont les moyens. Ils ont les structures. Toi, tu es jeune. Tu peux avoir tes propres enfants. Une vraie famille. Maman a écouté. Elle n'a pas bougé. Elle a regardé la femme. Puis elle a regardé le fond de sa tasse de café. Elle a souri. Ce même sourire. Celui qui était triste sur les bords. Et si elle reste handicapée? A-t-elle demandé, doucement. L'infirmière a hoché la tête, l'air grave. C'est une possibilité, Marie. Eh bien, a dit maman en se levant. Dans ce cas, c'est simple. Elle m'a soulevée du couffin. Elle m'a serré contre elle. Elle m'a embrassée sur le front. Elle a regardé la vieille infirmière droit dans les yeux. Alors, je la nourrirai et je la porterai toute ma vie. Elle est sortie de la salle de repos, la tête haute, me tenant comme un trophée. La vieille infirmière n'a rien dit. Elle a juste regardé son café, soudainement honteuse. Ce qu'aucune d'elles n'avait vu, c'était l'ombre dans le couloir. Au coin du mur, juste hors de vue, le docteur Triot se tenait, immobile. Il n'était pas venu chercher Marie. Il montait voir un patient. Il était arrivé au milieu de la conversation. Il avait tout entendu. Il avait entendu le conseil d'abandonner. Il avait entendu la réponse de maman. Alors, je la nourrirai et je la porterai toute ma vie.
Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il était là. Car plus tard, la chef infirmière a raconté que lorsqu'elle l'avait croisé 1 heure après, il avait l'air différent. Il n'était pas froid. Il n'était pas en colère. Il avait l'air, disait-elle, d'un homme qui venait de recevoir un coup de poing en plein cœur. L'homme qui s'était tenu dans l'ombre du couloir n'est pas venu le lendemain pour s'excuser. Il n'est pas venu offrir une réduction à maman. Il n'a rien fait. Du moins, c'est ce que je croyais. En réalité, le docteur Triot a fait quelque chose de bien pire. Il a commencé à observer. Son regard, que maman avait toujours évité, semblait maintenant être partout. S'il la croisait dans un couloir, il ne se contentait plus de l'ignorer. Il la regardait. Il regardait ses mains, devenues sèches et gercées à force de produits d'entretien. Il regardait ses yeux, cerclés par une fatigue qui devenait chronique. Et il regardait la nourriture. Le petit réseau de solidarité que les infirmières avaient bâti autour de maman a commencé à s'effriter. « Je ne peux pas, Marie », a murmuré un jour la chef infirmière, l'air coupable. Elle tenait une portion de gratin qu'elle avait mise de côté. Triot est passé à la cafétéria. Il a demandé pourquoi le personnel partageait autant les rations. Il a parlé de règles d'hygiène et de gestion des stocks. Il n'avait pas accusé, il n'avait pas interdit, il avait juste posé des questions. Mais c'était suffisant. La peur du blâme, la peur d'attirer l'attention de l'ogre du sous-sol a refroidi la charité. Les infirmières aidaient toujours, mais c'était en secret, avec la peur au ventre. Les portions se sont faites plus petites. Les restes sont devenus plus rares. Le docteur Trio ne punissait pas maman. Il coupait ses lignes de ravitaillement. Je l'ai senti. Maman a recommencé à avoir faim. Elle a aussi perdu son emploi de nettoyeuse au centre de rééducation. Un matin, elle est arrivée pour prendre son service de nettoyage et la porte était verrouillée. Une note était collée sur la vitre. Le nettoyage du centre sera désormais assuré par une société extérieure pour des raisons de conformité. Merci de votre compréhension. Signé Dr. A. Triot. Maman est restée là, son seau vide à la main. Il ne l'avait pas seulement bannie de la salle de thérapie. Il lui avait retiré le droit d'être dans le même bâtiment qu'elle ne pouvait pas payer. Il lui avait retiré ses 200 € supplémentaires. C'était un acte de cruauté calculé. Ou du moins, c'est ce que je pensais. C'est ce que maman pensait. La vérité, que je ne comprendrai que bien plus tard, était plus complexe. Le docteur Trio avait entendu la promesse de maman. Il avait vu cette force de la nature, cette mère prête à porter sa fille toute sa vie. Et cela l'avait terrifié, car il avait déjà vu cette force chez ses propres parents qui avaient essayé de sauver son petit frère à la maison avec un amour appris sur le tas. Un amour qui avait fini par estropier l'enfant de façon permanente. Le docteur Triot ne me voyait pas, moi, Clara. Il voyait son frère. Et il ne voyait pas maman. Il voyait une menace. Il ne cherchait pas à la briser par méchanceté. Il cherchait à la briser pour la raisonner. Il voulait lui prouver que l'amour ne suffisait pas, que son système, ses règles, sa froideur étaient la seule voie. Il voulait la forcer à abandonner, non pas moi, mais sa stupide promesse. Il voulait qu'elle échoue pour qu'il puisse ensuite peut-être l'aider correctement. Il menait une guerre contre l'espoir de ma mère, croyant qu'il sauvait ainsi ma vie. Maman, bien sûr, ne voyait pas cela. Elle ne voyait que le mur. Et le mur venait de devenir plus haut. 900 € de frais. Et maintenant, plus de salaire d'appoint et moins d'aide alimentaire. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a trouvé un autre travail. Un vrai 3e emploi. Loin de l'hôpital. Loin des yeux du docteur Triot. De minuit à 4 heures du matin, maman nettoyait des bureaux. Dans un immeuble du centre-ville. Son emploi du temps était devenu inhumain. De 16 heures à minuit, infirmière à l'hôpital. De minuit à 4 heures, agent d'entretien en ville. De 4h30 à 7 heures, quelques heures de sommeil agité. De 7 heures à 15 heures, s'occuper de moi, m'emmener à la rééducation, qu'elle payait mais à laquelle elle n'assistait plus, faire les courses, laver le linge. Puis retour à l'hôpital à 16 heures. Maman a cessé d'être une personne.
Elle est devenue un mouvement perpétuel. Et moi, j'étais le centre immobile de cet ouragan. Je la regardais devenir une ombre. Sa peau est devenue grise. Elle avait une toux sèche qui ne partait jamais. Elle buvait 8, 10 cafés par jour. Parfois, elle me tenait dans ses bras et s'endormait assise sur la chaise de la cuisine, sa tête tombant sur ma poitrine. Je ne bougeais pas, je la laissais dormir, ne serait-ce que 5 minutes. Pendant ce temps, la thérapie fonctionnait. Ce que le docteur Triot n'avait pas prévu, c'est que la détermination de maman était un meilleur moteur que n'importe quelle machine. Et moi, je ne sais pas. Peut-être que je n'ai jamais été cassée. Peut-être que j'avais juste besoin de savoir que quelqu'un se battait pour moi. À 9 mois, j'ai commencé à me retourner. À 10 mois, je pouvais m'asseoir sans aide. Chacune de mes victoires était 1 litre de carburant dans le moteur de maman. Elle est arrivée un jour au centre, en me tenant fièrement. Regardez, elle m'a posé sur le tapis. Je me suis assis, j'ai attrapé un cube. Les kinésithérapeutes ont applaudi. Bravo, Marie. Tu vois, le docteur Trio se tenait dans l'encadrement de la porte. Il a regardé. Il n'a pas souri. Il a juste dit, son tonus dorsal est encore faible, augmentez les exercices lombaires. Et il est parti. Maman l'a regardé s'éloigner, son sourire s'effaçant. Elle venait de déplacer une montagne. Il lui faisait remarquer qu'il restait une colline. Je l'ai détesté. Je l'ai détesté d'une haine pure, silencieuse, que seul un enfant observant peut ressentir. Il n'était pas l'ogre, il était le vampire. Il aspirait la joie de ma mère. Le point de rupture est arrivé un mardi. Il pleuvait, une pluie froide d'hiver. Maman avait travaillé 72 heures d'affilée. Un collègue était malade, elle l'avait remplacé. Puis son service de nettoyage. Puis ma séance. Elle me portait dans les couloirs de l'hôpital. Elle était en retard pour sa propre garde. Elle marchait trop vite. Ses chaussures étaient mouillées. Elle a glissé. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est rattrapée au mur et dans le mouvement, elle a lâché quelque chose. Ce n'était pas moi. Elle me tenait d'une poigne de fer. Elle a lâché un plateau de médicaments qu'elle tenait pour un patient. Des pilules, des seringues, des gobelets en plastique. Tout s'est écrasé sur le sol. Un désordre coloré et mortel. La chef infirmière est arrivée. Marie, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Maman s'est figée. Elle a regardé le désordre. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'avait plus la force de s'excuser. Marie, tu as l'air. Tu devrais rentrer chez toi, a dit la chef infirmière, sa voix passant de la colère à l'inquiétude. Tu es malade? Non, a murmuré maman. Je suis juste fatiguée. Fatiguée, Marie, tu es un danger. Pour toi, pour les patients et pour cette petite. Maman a baissé la tête. C'était l'humiliation suprême. Elle a été suspendue pour 48 heures. Repos forcé. Elle n'a pas protesté. Nous sommes rentrés à l'appartement. La pluie battait contre les fenêtres. Elle ne m'a pas posée. Elle s'est assise sur le bord de son lit. Elle m'a tenue contre elle. Elle est restée là. 1 heure, 2 heures. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas pleuré. Elle regardait le mur. Elle était au bout. Le docteur Triot avait gagné. Son système avait prouvé qu'elle n'était pas apte. L'amour ne payait pas les factures et il ne vous empêchait pas de vous effondrer d'épuisement. La promesse était rompue. Elle m'a serré plus fort. Clara, a-t-elle murmuré dans le silence de la chambre. Sa voix était un fantôme. Je ne sais plus comment faire. Elle n'avait plus de plan de bataille. Elle avait perdu la guerre. Elle a posé son front contre le mien, exactement comme le jour où elle avait fait sa promesse. Pardonne-moi, mon bébé, maman t'a laissé tomber. Et là, dans le crépuscule de sa défaite, j'ai senti une nouvelle force en moi. Elle avait porté mon silence pendant 1 an. C'était à mon tour de la porter. J'ai posé mes 2 mains sur son visage. Je l'ai forcée à me regarder. Et j'ai parlé. Maman, ai-je dit, ma voix claire, forte. Debout. Maman, debout. Les mots ont flotté dans la chambre froide et humide. Ils étaient trop gros, trop clairs pour un bébé d'1 an. Maman, qui était une seconde auparavant, une poupée de chiffon vide, a relevé la tête. Ses yeux, voilés par le brouillard de l'épuisement, se sont fixés sur moi.
Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle n'a pas demandé. As-tu parlé? Elle a eu l'air de quelqu'un qui, après avoir prié pendant 1 an, venait enfin de recevoir une réponse. Elle a regardé dans mes yeux. J'étais là, l'observatrice, l'enfant miroir. Elle a hoché la tête comme si je venais de lui donner un ordre militaire. Oui, a-t-elle murmuré, sa voix cassée. Oui, ma Clara. Elle a utilisé ses dernières forces pour se lever du lit. Elle s'est redressée. Elle n'était plus brisée. Elle était en colère. Maman est debout. Elle n'a jamais mentionné cet instant. Jamais. Elle n'a dit à personne. Ma fille de 1 an, suspectée de paralysie cérébrale, m'a donné l'ordre de me lever. Qui l'aurait cru? Il l'aurait enfermée. Il m'aurait pris à elle, c'est sûr. Elle a peut-être même cru qu'elle l'avait rêvé, une hallucination due à la faim et à la fatigue. Mais peu importe. Rêve ou réalité, le résultat était le même. La promesse n'était plus rompue, la guerre était relancée. Et moi, je n'ai plus dit un mot, pas pendant les 6 années qui ont suivi. J'avais parlé une fois, j'avais utilisé mon pouvoir, j'avais sauvé ma mère de son propre désespoir, j'avais vu l'effet de ma voix. Et cela m'a terrifiée. Je voyais ce que ma vie lui coûtait, chaque respiration, chaque repas, chaque séance de thérapie était un morceau de sa propre vie qu'elle me donnait. Demander plus, parler, rire, marcher, c'était comme demander à un soldat blessé de courir plus vite. Alors, j'ai choisi le silence. Ce n'était plus le silence d'un bébé lent, c'était le silence d'une observatrice, le silence de quelqu'un qui a peur de faire trop de bruit, de déranger, de coûter encore plus. Ma lenteur est devenue mon armure. Les années qui ont suivi ont été un long et lent broyage. Maman a récupéré son poste après ses 48 heures de repos. Elle est revenue, le visage dur, les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Elle ne trébuchait plus. Elle marchait comme un soldat. Elle a gardé ses 3 emplois, l'hôpital, le nettoyage des bureaux et le travail invisible de me maintenir en vie. Elle ne s'est plus jamais plainte. Elle n'a plus jamais pleuré là où je pouvais l'entendre. Elle est devenue une machine de sacrifice. Ma vie, c'était l'hôpital. Mon monde, c'était le poste des infirmières. C'était là, sur une banquette en vinyle, que j'apprenais à lire. C'était là que je faisais mes devoirs, des années plus tard. Les infirmières étaient mes tantes, les médecins de passage mes oncles distants. Et puis, il y avait lui, le docteur Triotte. Il n'avait pas disparu. Il était l'ombre constante dans notre vie. Il me voyait grandir dans les couloirs. Il me voyait, à 3 ans, assise dans le bureau de la chef infirmière, dessinant avec une concentration féroce, toujours silencieuse. Il me voyait, à 5 ans, marchant parfaitement. Je m'étais décidée à marcher à 4 ans parce que maman avait trop mal au dos pour me porter. Il voyait maman. Il la voyait vieillir. Il la voyait, elle qui avait à peine 30 ans, avec des cheveux gris apparaissant à ses tempes. Il la voyait tousser dans son mouchoir, cette toux sèche qui ne partait jamais, l'humidité des nuits de nettoyage. Il voyait ses mains, rouges et gonflées par les produits chimiques. Il voyait une femme qui se tuait, et il voyait en moi la cause. Je n'étais plus, à ses yeux, un cas intéressant. J'étais l'échec de son système. J'étais la preuve vivante de la stupide promesse qu'il avait entendue dans ce couloir, des années auparavant. Chaque fois qu'il nous croisait, son regard était une accusation. Il ne disait rien, mais ses yeux disaient « Vous voyez, je vous l'avais dit, l'amour ne suffit pas. Il vous détruit. » Il méprisait maman pour sa faiblesse émotionnelle, et il me méprisait d'être le fardeau qu'elle avait choisi. Maman, elle, le fuyait. La simple vue de sa blouse impeccable la faisait changer de couloir. Il était le rappel constant de son échec, de son humiliation. Mais le destin, cet imbécile qui m'avait mise dans des toilettes, adore les blagues cruelles. Le point de rupture final n'est pas venu de moi. Il est venu de maman. J'avais 7 ans. 7 ans. J'étais en première année d'école primaire. J'étais l'enfant spécial.
celle qui ne parlait pas en classe, celle qui dessinait des choses étranges, celle dont la mère, toujours épuisée, oubliait les réunions de parents. Mais j'étais intelligente. J'étais la première de ma classe. Mon silence était pris pour de la profondeur. C'était une journée d'hiver, le même genre de journée que celle où maman avait failli abandonner. Son contrat de nettoyage de bureau avait changé. Elle avait dû travailler plus tard. Elle n'avait pas dormi depuis peut-être 2 jours. Elle est venue me chercher à l'hôpital. J'avais passé l'après-midi au poste des infirmières, comme d'habitude. Je l'ai vue arriver au bout du couloir. Elle n'était pas seulement fatiguée, elle était transparente. Sa peau était grise, collée à ses os. Elle marchait en se tenant au mur. Maman, a dit la chef infirmière en se levant. Marie, tu ne devrais pas être là. Tu devrais être au lit. Maman a secoué la tête. Je viens chercher Clara. Je dois l'emmener. Elle a essayé de me sourire. Son sourire était une grimace de douleur. Viens, ma chérie, a-t-elle murmuré. Elle a tendu la main vers moi. Et c'est là qu'elle est tombée. Ce n'était pas une chute. Ce n'était pas un trébuchement. C'était un effondrement. Ses yeux se sont révulsés. Ses jambes ont cédé. Elle est tombée comme un arbre mort, d'un seul bloc. Le bruit. Je n'oublierai jamais ce bruit. Le son mat de son corps frappant le linoléum. Le silence, puis le chaos. Les infirmières ont crié. Des médecins sont sortis en courant. Code bleu. Non, patient à terre. Ils se sont précipités sur elle. Pas sur Mariki, leur collègue, sur le corps. Pas de pouls. Commencer le massage. Apporter le chariot d'urgence. Ils ont déchiré son uniforme. Ils ont posé les électrodes. J'étais là. Je n'ai pas bougé. J'étais à 2 mètres. Je tenais le dessin que j'avais fait pour elle. Un dessin de nous deux, au soleil. Je regardais ses jambes, mes tantes, frapper la poitrine de ma mère. J'ai vu son corps se soulever, retomber. Maman! Le mot est sorti de moi. Un hurlement, un cri primal qui a déchiré l'air aseptisé de l'hôpital. C'était la 2e fois que je parlais. Et c'était, encore une fois, pour la sauver. Ils ne m'ont pas entendue. Ils l'ont mise sur un brancard. Ils l'ont emmenée en courant aux urgences. La chef infirmière m'a attrapée. Elle me serrait dans ses bras. Elle tremblait. Elle va s'en sortir, Clara. Elle va s'en sortir. Mais je ne la regardais pas. Je regardais le docteur Trio. Il était là. Il n'avait pas couru. Il n'avait pas aidé. Il était sorti de son bureau du sous-sol et se tenait au bout du couloir, regardant la scène. Il regardait le brancard disparaître. Il regardait le chaos. Et il me regardait. Moi, l'enfant silencieuse qui venait de hurler. Sur son visage, il n'y avait pas de surprise. Il n'y avait pas de pitié. Il y avait une confirmation. L'air de dire « Je vous l'avais dit ». La promesse stupide de maman venait de la tuer. Et c'est cet homme qui allait maintenant décider de ma vie. J'ai crié « Maman !» mais elle ne s'est pas réveillée. Ils l'ont emmenée aux soins intensifs. La chef infirmière, Madame Girard, m'a tenue fermement. Elle a essayé de me cacher la scène, mais je voyais tout. Je voyais l'agitation. J'entendais les termes techniques. Arrêt cardiaque probable. Épuisement sévère. Malnutrition. Il parlait de ma mère comme d'une victime de guerre. C'était la vérité. On m'a emmenée dans le bureau de Madame Girard. On m'a donné un verre d'eau jaune. On m'a donné une couverture. Je n'ai plus dit un mot. J'avais crié une fois pour la réveiller de son désespoir. J'avais crié une seconde fois pour la réveiller de sa mort. Les 2 fois, j'avais échoué à la sauver de la cause première. Moi. Le silence est revenu, plus lourd qu'avant. Un silence de culpabilité. Le lendemain matin, maman était en vie. À peine. Elle était dans un coma artificiel, pour laisser son corps se reposer. Le diagnostic était brutal. Pneumonie aiguë, arythmie cardiaque, due à un stress prolongé et à une carence nutritionnelle extrême. Maman s'était affamée, épuisée, jusqu'aux portes de la mort. Pour moi. La promesse était devenue une sentence. L'hôpital, cette grande machine qui avait été notre maison, est devenue notre juge. L'administration s'est réunie. Une réunion d'urgence.
Je n'étais pas censée être là. J'étais un enfant de 7 ans. Mais où d'autre pouvais-je aller? Madame Girard m'avait gardée dans son bureau. Dehors. La réunion se tenait dans la salle de conférence adjacente. La porte était entr'ouverte. Je me suis assise sur le sol, contre le mur, serrant contre moi mon dessin de soleil. J'écoutais. Il y avait le directeur de l'hôpital. Il y avait un homme des services sociaux. Il y avait la chef infirmière. C'est une tragédie, disait le directeur. Mariki est une excellente infirmière, mais elle est instable, a coupé l'homme des services sociaux. Sa voix était grise, administrative. Soyons honnêtes, elle est obsédée. Elle s'est tuée pour une enfant qui, selon tous les rapports, est sévèrement handicapée. Clara n'est pas, a commencé Madame Girard. Elle ne parle pas, a rétorqué l'homme. Elle a 7 ans. Elle ne parle pas. Elle est émotionnellement absente. Mariki s'est épuisée à essayer de remplir un puits sans fond. Ce n'est pas un puits sans fond, a crié Madame Girard. C'est une enfant qui a vu sa mère s'effondrer. Une mère qui n'aurait jamais dû l'avoir en premier lieu, a dit le directeur. Nous avons été laxistes. Nous avons laissé cette situation s'envenimer. Nous avons regardé une de nos employées s'autodétruire. La question est, a dit l'homme des services sociaux, que faisons-nous maintenant? Mariki va être hospitalisée pendant des semaines, peut-être des mois. Elle ne peut plus s'occuper de l'enfant. L'enfant doit être placé immédiatement. Non, a dit Madame Girard, vous ne pouvez pas. Cela la tuerait, elle. Madame Girard, vous êtes trop impliquée, a dit le directeur froidement. La décision est prise. L'hôpital ne peut pas être tenu responsable de... La porte s'est ouverte. Pas la porte du bureau où j'étais, la grande porte de la salle de conférence. Le bruit des conversations s'est arrêté net. Je me suis penchée en avant, juste assez pour voir. Le docteur Adrien Trio se tenait dans l'encadrement. Il portait son costume sombre habituel. Pas une trace d'émotion sur son visage. Il tenait un dossier sous son bras, un dossier très épais. Docteur Triot, a dit le directeur surpris, je ne savais pas que vous étiez convoqué. Je ne l'étais pas, dit Triot, sa voix remplissant la pièce. Mais j'ai entendu que vous parliez de ma patiente. Votre patiente? A demandé l'homme des services sociaux. Mariki n'est pas... Je ne parle pas de Mariki, a dit Triot, je parle de Clara. Il est entré. Il n'a pas attendu d'être invité. Il a marché jusqu'à la grande table et a laissé tomber son dossier dessus. Le son a fait sursauter tout le monde. Vous êtes tous des imbéciles, a-t-il dit. Pas un murmure. Vous, monsieur, dit-il en pointant le directeur, vous parlez d'une employée instable, mais vous dirigez un hôpital qui, pendant 7 ans, a maintenu un diagnostic erroné sur cet enfant. Un diagnostic basé sur rien, sur des préjugés. Et vous, dit-il en se tournant vers l'homme des services sociaux, vous parlez d'un puits sans fond et d'un handicap sévère. Avez-vous seulement lu le dossier complet? Le dossier dit qu'elle est en retard de développement. Le dossier a été commencé par un pédiatre incompétent qui a confondu le choc avec la stupidité. A tonné Triot. Il s'est tourné vers la porte entr'ouverte. Mon cœur s'est arrêté. Il m'a regardé, droit dans les yeux. Il n'a pas souri. Clara, a-t-il dit, sa voix forte, claire. Entrez, s'il vous plaît. Je me suis levée. J'ai lâché mon dessin. Je suis entrée dans la salle. Tous les visages se sont tournés vers moi. J'étais l'objet de musée, l'animal de laboratoire. Je me suis arrêtée au milieu de la pièce. Clara n'a dit Trio. Regardez, monsieur. Il a pointé l'homme des services sociaux. De quelle couleur est sa cravate? J'ai regardé. J'ai levé la main. J'ai pointé. Elle ne parle pas, docteur, a dit l'homme avec une pitié condescendante. Triot m'a ignoré. Il a ouvert son dossier. 7 ans, a-t-il dit. 7 ans que j'observe cet enfant. Pas vous, moi. Je l'ai vu apprendre à lire seul au poste des infirmières à 4 ans. Je l'ai vu faire des additions de tête que les internes ont du mal à faire.
Elle ne parle pas parce qu'elle n'en a pas envie. C'est un mutisme sélectif post-traumatique. Un choix. Il a sorti une feuille. C'était un de mes dessins. Un que j'avais jeté. Ce n'était pas un dessin de soleil. C'était un dessin anatomique du système nerveux, copié d'un manuel de médecine dans le bureau des infirmières. Elle a fait ça à 6 ans, a dit Triotte. Elle n'est pas lente. Elle est probablement plus intelligente que nous tous réunis dans cette pièce. Alors, pourquoi l'avoir laissée? A commencé madame Girard confuse. Pourquoi avez-vous été si dure avec Marie? Le visage de Triotte s'est fermé. Pendant une seconde, il n'était plus le médecin en chef. Il était autre chose. Parce que, dit-il d'une voix plus basse, chargée d'une émotion qu'il peinait à contenir, mon petit frère était vraiment atteint de paralysie cérébrale. Le silence est revenu. Mes parents, a continué Triotte, en regardant ses mains, étaient comme Marie qui, plein d'amour, plein d'une promesse stupide. Ils ont refusé le protocole, ils ont fait de la thérapie maison, ils ont appris en douce. Ils ont mis tout leur espoir dans l'amour. Il a levé les yeux. Son regard était hanté. Ils l'ont tué. L'amour l'a tué. Leurs thérapies ont provoqué des complications. Il est mort à 9 ans, dans d'atroces souffrances, parce que mes parents refusaient d'écouter les médecins. Il a pointé son dossier. J'ai vu Mariki prendre le même chemin. J'ai vu cette même dévotion aveugle. J'ai entendu sa promesse. J'ai vu l'obsession. Je n'essayais pas de la briser. J'essayais d'empêcher l'histoire de se répéter. J'essayais de la sauver d'elle-même. Il a regardé madame Girard. J'ai été dur, oui. J'ai coupé ses vivres. J'ai verrouillé les portes. J'attendais qu'elle s'effondre, qu'elle échoue, pour qu'enfin elle accepte l'aide. Ma seule erreur a été de sous-estimer la force de son amour et de sous-estimer la force de cet enfant. Il s'est tourné vers le directeur. La situation est la suivante. Mariki est la seule thérapie qui ait jamais fonctionné pour Clara. Et nous, cet hôpital, avons failli la tuer. Nous l'avons tuée avec un mauvais diagnostic il y a 7 ans. Nous l'avons tuée avec notre jugement. Nous l'avons tuée avec notre indifférence. L'homme des services sociaux a essayé d'intervenir. Docteur, cela ne change rien au fait que la mère est inapte et que l'enfant. L'enfant va très bien, a coupé Triotte, et la mère va s'en remettre, parce que nous allons nous assurer qu'elle s'en remette. Il est devenu le commandant. Premièrement, dit-il, Mariki ne sera pas suspendue. Elle est en congé de maladie payé, totalement payé, pour 6 mois. C'est le minimum que cet hôpital lui doit pour l'avoir poussé à bout. Deuxièmement, il a regardé l'homme des services sociaux. Vous n'allez pas la placer. Si vous lui enlevez cet enfant, Mariki mourra. C'est aussi simple que cela. Et l'enfant, elle n'aura plus de raison de revenir. Mais où va-t-elle aller? A dit le directeur. Triotte m'a regardé. Elle vient avec moi. La maison du docteur Triotte ne ressemblait pas à une maison. Elle ressemblait à son bureau. Elle était située dans les collines au-dessus de Toulon, loin du bruit de l'hôpital. Tout était en verre, en acier et en pierre grise. Il n'y avait pas de désordre. Il n'y avait pas de photos de famille au mur. Il n'y avait pas de dessins d'enfants maladroits épinglés sur le réfrigérateur. L'air ne sentait pas la soupe ou le linge propre. Il sentait le produit pour polir le bois et le café fort. C'était le silence. Mais ce n'était pas le même silence que le mien. Mon silence était une armure. Le sien était une arme. On m'a donné une chambre. Les murs étaient blancs. Le lit était fait au carré, comme dans une caserne. Il y avait une grande fenêtre qui donnait sur un jardin parfaitement taillé, où pas une seule mauvaise herbe n'osait pousser. La salle de bain est là, a dit Triotte d'un ton neutre. Le dîner est à 19 heures. La lecture est de 20 heures à 21 heures. L'extinction des feux est à 21h05. Compris? J'ai hoché la tête. J'étais une prisonnière de guerre. J'étais en territoire ennemi. Ma mère était à l'hôpital. Et j'étais ici, avec l'homme qui l'y avait poussée. La première semaine a été une épreuve de force silencieuse. Je le haïssais.
Je le haïssais pour chaque repas équilibré qu'il me servait, sachant que maman s'était affamée. Je le haïssais pour le lit confortable, sachant que maman dormait sur une chaise d'hôpital. Et lui, il ne me haïssait pas. Il m'ignorait, presque. Il ne me traitait pas comme un enfant. Il me traitait comme un projet. Tu ne parles pas, a-t-il dit le deuxième soir, pendant le dîner. Ce n'était pas une question. C'est ton choix. Je le respecte. Mais dans cette maison, le silence ne te dispensera pas de travailler. Le lendemain, la thérapie a commencé. Ce n'était pas la thérapie de l'hôpital. Ce n'était pas les tapis colorés et les ballons. C'était son laboratoire. Une pièce au sous-sol. La pièce où il avait grandi. La pièce où son frère était mort. Elle était remplie d'équipements étranges, de barres parallèles, de poulies et de livres. Des milliers d'articles de livres. Je t'ai observé pendant 7 ans, Clara, a-t-il dit en se tenant au milieu de la pièce. J'ai vu que tu n'étais pas lente. Tu es juste paresseuse. J'ai levé les yeux vers lui, choquée. Personne ne m'avait jamais traitée de paresseuse. J'étais la pauvre petite, le miracle silencieux. Oh oui, a-t-il continué comme s'il lisait dans mes pensées. Ta mère, les infirmières, elles t'ont tout donné. Tu n'as jamais eu besoin de demander. Tu n'as jamais eu besoin de te battre. Ta mère s'est battue pour toi. Elle s'est battue si fort qu'elle en est presque morte. J'ai senti une boule de colère monter dans ma gorge. Je voulais lui crier de se taire. Et toi, tu t'es caché, a-t-il dit, sa voix s'abaissant. Tu t'es caché derrière ton silence, et tu l'as regardé mourir pour toi. C'est confortable, n'est-ce pas, le silence? Il a pris un livre sur une étagère. C'était un manuel de physique de niveau universitaire. Il l'a jeté par terre, entre nous deux. Je sais que tu sais lire, a-t-il dit. Ta mère m'a dit que tu étais la plus intelligente. Prouve-le. Il s'est assis à son bureau, dans un coin, et a ouvert son propre dossier. Lis-moi le premier chapitre. À voix haute. J'ai regardé le livre. J'ai regardé l'homme. Mon cœur battait à tout rompre. Il me défiait. Il me provoquait. Il savait que je pouvais parler. Il avait entendu mon cri pour maman. Je n'ai pas bougé. Tu ne veux pas lire? Dit-il sans lever les yeux. Bien. Alors, nous allons rester ici. Et nous sommes restés. L'horloge sur le mur faisait tic-tac. 1 heure passée. Le dîner est dans 2 heures, Suoké, dit-il. Si tu ne lis pas, Anna, tu ne manges pas. Il ne plaisantait pas. C'était l'ogre. C'était le monstre. J'ai regardé le livre. La théorie de la relativité restreinte. Ma haine pour lui était plus forte que ma peur. J'ai ouvert le livre. Ma voix est sortie. Un son rouillé, comme une porte qui n'avait pas servi depuis 6 ans. Chapitre 1. Les postulats d'Einstein. J'ai lu de la physique que je ne comprenais pas, d'une voix monotone et tremblante. J'ai lu pendant 1 heure. Quand j'ai eu fini, je le regardais, m'attendant à des félicitations. Il a juste hoché la tête. Bien, a-t-il dit, tu n'es pas paresseuse. Tu es juste une lâche. Recommence. Et cette fois, essaie tiens-moi de comprendre ce que tu lis. C'était comme ça, chaque jour. Il ne me demandait pas comment te sens-tu. Il me demandait quelle était la 3e loi de Newton. Il ne me demandait pas de dessiner mes émotions. Il me faisait faire des puzzles de 3000 pièces. Il ne me consolait pas. Il me défiait. Et la chose la plus étrange s'est produite. J'ai commencé à répondre. Ma voix est devenue plus forte. Mon esprit, qui avait été un observateur passif, est devenu un combattant. Nous nous battions, lui et moi, à travers les mathématiques, la physique, la littérature. Il ne m'a jamais, jamais traité comme une enfant de 7 ans. Il me traitait comme son égal, comme un adversaire. Pendant ce temps, maman se réveillait. Elle était sortie du coma. Elle était faible, mais elle était vivante. Le docteur Triotte m'emmenait la voir tous les jours. 1 heure, pas plus, j'entrais dans la chambre. Maman me regardait. Ses yeux étaient pleins d'une faim que je connaissais bien. La mienne.
Ma Clara, mon bébé. Elle me serrait dans ses bras. Elle pleurait. Elle sentait le médicament et la peur. Qu'il te traite bien, murmurait-elle en jetant un regard craintif vers la porte où Triotte attendait. Je hochai la tête. Tu me manques, maman, ai-je dit un jour. Ma voix sonnait étrangement dans la chambre d'hôpital. Maman s'est figée. C'était la première phrase complète que je lui disais. Ses yeux se sont remplis de larmes de joie. Oh, Clara, tu parles pour maman. Elle m'a serré plus fort. C'est un miracle. Mon miracle. Mais ce n'était pas un miracle. C'était le résultat d'un entraînement brutal. Et quand je suis sortie de la chambre, le docteur Trio m'a regardé. C'était facile, a-t-il dit, comme s'il lisait mes pensées. Lui dire que tu l'aimes. C'est facile de pleurer avec elle. Il s'est agenouillé devant moi, dans le couloir de l'hôpital. C'était la première fois que je le voyais à ma hauteur. L'amour n'est pas un sentiment, Clara. C'est une action. Ta mère t'a aimé en se tuant pour toi. C'était une action stupide, mais c'était une action. Il a pointé la porte de la chambre de maman. Elle va sortir, elle va vouloir te reprendre. Et elle va recommencer. Elle va recommencer à se tuer pour toi, parce que c'est la seule façon qu'elle connaît pour t'aimer. Il a posé ses mains sur mes épaules. Ses mains étaient froides, mais stables. Elle ne changera pas. C'est à toi de changer. Il me demandait l'impossible. Il me demandait de ne pas être seulement l'enfant de ma mère. Il me demandait de devenir sa protectrice. Maman est sortie de l'hôpital 3 semaines plus tard. L'hôpital lui avait donné 6 mois de congés payés. L'administration, sous la pression de Triotte, avait effacé ses dettes. Elle n'était plus en danger. Elle est venue à la maison de Trio pour me chercher. Elle sonnait comme une fleur fragile dans ce mausolée de pierre. Elle avait apporté un gâteau. Triotte l'a fait entrer. Il était poli, distant. Marie, vous avez l'air en forme. Grâce à vous, docteur, a-t-elle dit en baissant les yeux. Elle avait peur de lui. Elle lui était redevable. Où est Clara? J'étais dans le laboratoire. Je n'avais pas fini ma leçon. Nous étions au milieu d'une partie d'échecs. Maman est entrée. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle a vu la pièce. Elle a vu les livres. Elle a vu l'échiquier. Elle m'a vu. Je n'étais pas en train de pleurer ou de dessiner. J'étais concentrée, mon menton dans ma main, en train de fixer le roi de Triotte. Clara, a-t-elle dit, sa voix petite. Bonjour, maman, ai-je dit sans la regarder. Attends 1 minute, je pense que je l'ai. J'ai bougé mon fou. Échec et mat. Le docteur Trio a regardé l'échiquier. Il a levé les yeux vers moi. Il a presque souri. Bien joué, commandant, a-t-il dit. Maman a regardé la scène. Elle a regardé son bébé miracle, son puissant fond, qui venait de battre aux échecs l'homme le plus intelligent et le plus froid qu'elle connaisse. Et je n'avais même pas levé les yeux pour lui dire bonjour. Elle a regardé cet homme, cet ogre, qui m'appelait commandant. Elle n'a pas vu une victoire. Elle a vu une trahison. Il ne m'avait pas seulement sauvée. Il m'avait volée. Ce n'était pas une trahison. C'était un coup d'État. Je suis partie de la maison du docteur Triot ce jour-là. Maman m'a tenue par la main, si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma paume. Elle ne disait rien. Elle a à peine dit au revoir à l'homme qui lui avait sauvé la vie et qui, selon elle, venait de voler l'âme de sa fille. Elle avait récupéré son corps, mais elle avait perdu son miracle. Le trajet en voiture pour retourner à notre petit appartement a été le plus long de ma vie. Maman conduisait. Ses mains tremblaient sur le volant. Moi, j'étais assise sur le siège passager. 7 ans. Trop petite pour être là, mais il n'y avait pas de règles dans notre vie. Le silence dans la voiture était assourdissant. Ce n'était plus notre silence confortable d'avant, le silence de 2 âmes complices. C'était un silence froid, un silence de étranger. Elle a essayé de briser la glace. Elle a essayé de retrouver ce qu'elle avait perdu. Elle a fouillé dans son sac. Elle en a sorti une barre de chocolat, écrasée. C'était ma préférée, celle qu'elle m'achetait les jours de paix, les jours de fête. Regarde, Clara, a-t-elle dit, sa voix faussement joyeuse.
Maman a pensé à toi. C'est ta préférée. Elle me l'a tendue. L'ancienne Clara, l'enfant observatrice, l'aurait prise avec un sourire silencieux. C'était le rituel. Mais le commandant, que Triotte avait forgé, a vu autre chose. J'ai vu ses mains. Elles tremblaient encore. J'ai vu son visage. Il était pâle, cireux. Elle n'était pas guérie. Elle était juste sortie. Je n'ai pas pris le chocolat. J'ai tendu la main et j'ai touché son front. Tu es fiévreuse, maman, ai-je dit, ma voix plate pratique. La voix de Triotte. Tu as pris tes médicaments ce matin? Maman a freiné si brusquement que la voiture a fait une embardée. Les voitures derrière nous ont klaxonné. Elle s'est arrêtée sur le bas-côté de la route, au milieu de nulle part. Elle s'est tournée vers moi. Son visage n'était plus pâle. Il était rouge. Ses yeux magnifiques, ceux qui avaient vu en moi un miracle, étaient remplis d'une horreur absolue. Quoi? A-t-elle murmuré. Tes médicaments, ai-je répété, en pensant qu'elle n'avait pas compris. Le docteur Trio a dit que tu devais les prendre toutes les 8 heures, sinon l'arythmie. Tais-toi! Elle a hurlé, un cri si puissant qu'il a fait vibrer les fenêtres. Un cri qui venait du plus profond de son être brisé. Ne parle pas de lui, n'utilise pas ces mots. Elle m'a attrapée par les épaules. Elle m'a secouée. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pleurait-elle, les larmes coulant sur son visage. Où est ma fille? Où est mon bébé? Il t'a changée, il t'a rendue froide. Elle a frappé le volant. Je t'ai perdue. Oh mon Dieu, je t'ai sauvée des toilettes, je t'ai sauvée de l'hôpital, je me suis tuée pour toi, et je t'ai perdue. Il me l'a prise. Elle s'est effondrée sur le volant, son corps se secouait de sanglots. Des sanglots profonds, désespérés, les mêmes sanglots que j'avais entendus la nuit quand elle se croyait seule. C'était le point de rupture. L'ancienne Clara, la protégée, aurait paniqué. Elle aurait pleuré avec sa mère. Elle se serait tue, se sentant coupable d'avoir parlé. Mais le docteur Triotte m'avait appris une chose. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. Et il m'avait appris quoi faire face à la panique, face à la douleur. Je suis restée calme. J'ai regardé ma mère se noyer dans son chagrin, puis j'ai agi. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, j'ai grimpé sur le siège, j'ai traversé la console centrale. Je ne me suis pas contentée de la serrer dans mes bras. Je l'ai tenue. J'ai mis mes petits bras de 7 ans autour de ses épaules, tremblantes. J'ai pressé ma tête contre la sienne. Respire, maman, ai-je commandé. Ma voix était douce mais ferme. C'était la voix du commandant. C'était la voix de Triotte lors de ma première crise de panique dans son laboratoire. Maman, écoute-moi. Respire. 2, 3. Elle a continué à sangloter, son corps luttant contre le mien. Je n'en peux plus, Clara, a-t-elle suffoqué. Je ne sais plus comment t'aimer. Tu n'as plus besoin de moi. C'est faux, ai-je dit. Tu t'es trompée. J'ai attendu qu'elle lève la tête. Elle l'a fait. Son visage était un désastre de larmes et de maquillage. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu as tenu ta promesse, maman. Tu m'as guérie. Mais je t'ai perdue. Non. J'ai posé ma main sur son cœur, là où je savais que l'arythmie avait frappé. Tu ne m'as pas perdue. Tu m'as juste rendue forte. J'ai souri. Un vrai sourire. Pas un sourire de bébé, un sourire de soldat. Tu m'as porté pendant 7 ans, ai-je dit. J'ai pris son visage entre mes mains. Maintenant, maman, c'est à mon tour de te porter. Elle m'a regardée. Elle m'a regardée, moi, sa fille, sa création, le produit de son amour fou et de la logique brutale de Triotte. Elle a vu que je n'étais plus un fardeau. J'étais une arme. J'étais son bouclier. Elle a arrêté de pleurer. Elle a attrapé la barre de chocolat écrasée sur le tableau de bord. Elle l'a rompue en 2. Elle m'en a donné la moitié. Tu as raison, a-t-elle dit, sa voix rauque. Il m'a volé mon bébé. Elle a pris une bouchée, mais il m'a donné un partenaire. Elle a remis le contact. Elle a essuyé ses larmes. Elle a
regardez la route. Rentrons à la maison, commandant, a-t-elle dit. Et elle a souri, un vrai sourire. Nous avons roulé. J'ai regardé dans le rétroviseur. Au loin, sur la colline, je pouvais encore voir le toit de la maison du docteur Trio. Je n'ai pas dit au revoir, mais dans ma tête, je l'ai remercié. Il avait été l'ennemi dont nous avions besoin. Il avait été l'ogre qui m'avait appris à me battre. Maman m'avait appris à survivre. Lui m'avait appris à gagner. 10 ans. Une décennie, c'est le temps qu'il faut pour qu'un traumatisme devienne une cicatrice. C'est le temps qu'il faut pour qu'un enfant devienne un adulte. J'ai 17 ans. Je ne suis plus Clara Lalande. Je ne suis plus le bébé toilette. Je ne suis plus l'enfant spécial qui ne parle pas. Je suis Clara la brillante. Je suis la majeure de ma promotion, la présidente du club de débat, la lauréate du concours national de physique. Je suis le miracle du docteur Triotte, comme l'administration de l'hôpital aime m'appeler dans ses brochures de bienfaisance. Je parle. Oh, comme je parle. J'ai découvert que ma voix, celle que j'avais gardée prisonnière pendant si longtemps, était une arme. J'argumente, je dissèque, je persuade. Je parle assez pour combler les 10 années de silence. Et maman va bien. C'est la chose la plus importante. Elle est en vie. Elle est en bonne santé. Elle n'a jamais refait d'arrêt cardiaque. Elle n'a plus jamais eu cette toux sèche. Elle travaille toujours à l'hôpital. Elle est toujours infirmière. Elle est toujours Mariki, la femme un peu simple qui a adopté un bébé trouvé. Mais elle n'est plus une victime. Elle est une vétérante. L'hôpital lui a donné 6 mois de congés payés. À l'époque, puis ils ont augmenté son salaire par reconnaissance de ses années de service. C'était une façon polie de payer pour leur culpabilité. L'argent que le docteur Triotte avait forcé l'administration à lui donner lui a permis de respirer. Nous n'habitons plus le petit appartement humide. Nous avons un 3 pièces lumineux, près du port. Il y a des plantes. Il sent la soupe de légumes et le café, pas l'antiseptique. Nous sommes une équipe, elle et moi. Tu as mangé, commandant? Me lance-t-elle le matin, en me tendant une tartine. Oui, maman. Je réponds, les yeux rivés sur un manuel. Et toi, as-tu pris tes bêta-bloquants? Ton rythme cardiaque est stable? Elle lève les yeux au ciel. Tu es pire que Triotte. Notre relation a changé. La dynamique que nous avons trouvée dans cette voiture, sur le bord de la route, est devenue notre fondation. Elle n'est plus seulement ma mère. Elle est mon alliée. Je suis son bouclier contre le monde. Et elle est mon cœur. Elle s'inquiète pour mon âme. Je m'inquiète pour son taux de cholestérol. C'est un partenariat équilibré. Et lui, l'ogre, le docteur Triotte, il est toujours là. Il approche de la retraite. Il dirige toujours son service comme un camp militaire. Il est mon mentor. Je vais le voir 1 fois par semaine. Le samedi matin. Nous ne parlons pas de sentiments. Nous jouons aux échecs. Il me prête des livres sur la physique quantique. Il corrige mes dissertations de philosophie. Il est la seule personne sur Terre qui n'a pas peur de mon intelligence. Il est le seul qui me pousse encore plus loin. Pas mal, commandant, dit-il quand je lui présente ma théorie sur la matière noire. Mais ton postulat de base est erroné. Recommence. Il me traite comme son égal intellectuel et il ne m'a jamais, jamais traité avec pitié. Maman le déteste toujours. Il te rend froide, Clara, dit-elle en fronçant les sourcils quand je rentre de nos séances. Tu parles comme lui. Tu ne souris plus. Il me rend forte, maman. Je réponds. C'est différent. Elle secoue la tête. Je ne veux pas que tu sois forte. Je veux que tu sois heureuse. C'est la seule faille dans notre alliance. Elle ne comprendra jamais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a appris à canaliser ma rage. Maman m'a seulement appris à l'endurer. J'ai besoin des deux. Aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est la remise des diplômes du lycée. Je suis la majeure de ma promotion. Je dois prononcer le discours. Je me tiens sur l'estrade. Je regarde la foule. Je vois mes tantes, les infirmières, qui ont pris leur matinée. Elles pleurent pleurent déjà. Je vois maman, au premier rang. C'est magnifique. Elle porte une robe bleue. Elle ne pleure pas. Elle rayonne. Elle me regarde comme si j'étais le soleil.
Et puis, je le vois, tout au fond, debout, les bras croisés, près de la sortie. Le docteur Trio, il n'est pas censé être là. Il ne va jamais à ce genre d'événements sentimentaux. Mais il est là. Nos regards se croisent traités à travers la salle. Il ne sourit pas. Il ne fait rien. Il hoche juste la tête. Une seule fois. Mission accomplie. Je prends une profonde inspiration. Je m'approche du micro. Survivre. Je commence. Ma voix claire et forte dans le gymnase. On nous apprend que survivre est une question d'instinct. On nous dit que c'est une question de chance. C'est faux. Je regarde maman. Survivre, c'est une promesse. Je regarde Triote. Survivre, c'est une décision. Je parle de l'avenir. Je parle de l'espoir. C'est un discours plein de mensonges brillants que les gens veulent entendre. Quand j'ai fini, c'est une ovation. Maman court vers moi. Elle me serre dans ses bras. Ma fille est brillante. Les infirmières m'embrassent. C'est la victoire. Nous avons organisé une petite fête, pas à la maison, à l'hôpital, dans la vieille cafétéria où maman avait l'habitude de partager les restes. Mais aujourd'hui, elle n'est pas la mendiante. Elle est l'hôte. Il y a du gâteau, il y a du mauvais café. C'est parfait. Ah, Clara, trinque madame Girard, la chef infirmière qui est maintenant ma marraine non officielle. Je ris. Je suis heureuse. Vraiment. Pour la première fois de ma vie, l'avenir n'est pas une menace. Il est une promesse. C'est là qu'elle entre. La fête s'arrête. Pas le son. Juste l'atmosphère. Le froid la précède. Elle ne devrait pas être ici. Elle ne porte pas d'uniforme. Elle ne porte pas de blouse. Elle porte un tailleur en cachemire beige qui coûte probablement plus cher que la voiture de maman. Elle porte des perles. Ses cheveux sont d'un blond cendré, coupés dans un carré parfait. Elle sent l'argent. Le vieux, le vrai. Elle est aussi incroyablement mince. Fragile, sa peau est comme de la porcelaine, presque transparente. Elle regarde la scène, les infirmières, le gâteau, moi. Comme si elle regardait des animaux dans un zoo. Je cherche quelqu'un, dit-elle. Sa voix est polie, mais on sent l'effort. Désolée, madame, la cafétéria est réservée pour un événement privé, dit madame Girard, reprenant son rôle de chef. Je cherche Clara, dit la femme. Le silence, cette fois, est total. Je m'avance. Maman pose sa main sur mon bras. Un réflexe. Clara, non. C'est moi, dis-je. Je suis Clara. La femme se tourne vers moi. Elle me regarde. Et je me vois. Je vois mes yeux, la forme de mon menton, la façon dont mes cheveux s'implantent sur mon front. Je regarde dans un miroir magnifique, malade et vieux de 20 ans. Elle semble le voir aussi. Sa main, couverte de bagues, vole à sa bouche. Un petit son s'échappe. C'est vraiment toi, murmure-t-elle. Qui êtes-vous? Je demande. Ma voix de commandant est là, froide, précise. Elle a du mal à respirer. Je m'appelle Hélène. Hélène de Veyrac. Elle fait un pas en avant. L'odeur de son parfum, un parfum cher et triste, me frappe. Et Clara, je crois. Elle lève une main tremblante. Je crois que je suis ta mère. Derrière moi, j'entends un bruit aigu, un fracas de verre et de porcelaine. Je me retourne. Maman a lâché le plateau qu'elle tenait. Du café et du gâteau brisé s'étalent sur le sol. Elle se tient là, les mains vides, regardant la femme. Le fantôme des toilettes venait de revenir. Je crois que je suis ta mère. Le mot mère est tombé dans la cafétéria comme un morceau de glace. Il a fait taire les rires, figer les sourires. Le gâteau d'anniversaire à moitié mangé sur la table semblait soudain obscène. Maman, ma vraie mère, Mariki, n'a pas bougé. Elle se tenait là, les mains vides, regardant le café et le verre brisé à ses pieds. Je ne regardais pas la femme. Elle regardait le désastre qu'elle avait fait en lâchant son plateau. Comme si c'était ça le vrai problème. Les infirmières, mes tantes, ont compris. Elles ont compris avant moi. Elles ont regardé la femme en cachemire, puis moi, puis maman, et leurs visages se sont durcis.
Elles ont formé un cercle protecteur autour de maman, sans même bouger. « Je pense que vous devriez partir, » a dit madame Girard, la chef infirmière, sa voix n'étant plus celle d'une amie, mais celle d'une matrone. « Vous vous êtes trompée d'endroit. »« Je ne me suis pas trompée, » a dit Hélène de Vérac, sa voix tremblante mais déterminée. Elle n'a pas quitté mes yeux. Elle buvait mon visage. Elle a mes yeux, n'est-ce pas? Dites-moi qu'elle a mes yeux. C'était une agression. Elle ne venait pas s'excuser. Elle venait réclamer. La fête est finie, ai-je dit. Ma voix, la voix du commandant. Froide, précise, sans émotion. Elle a coupé à travers l'hystérie silencieuse. J'ai regardé mes tantes. Merci d'être venues. Merci pour tout. C'était un ordre. Elles ont compris. Elles ont commencé à ranger leurs affaires, en silence, jetant des regards meurtriers à l'étrangère. Clara, non, a murmuré maman. Reste. C'était la première chose qu'elle disait. Elle ne me parlait pas à moi. Elle parlait à la situation. Maman, va, ai-je dit doucement. Nettoie-toi. Je m'en occupe. Elle m'a regardée, terrifiée. Elle avait peur de me laisser seule avec ce fantôme. Je t'en prie, ai-je ajouté. Madame Girard l'a prise par le bras. Viens, Marie, laisse le commandant gérer ça. Maman est partie, comme un automate, laissant derrière elle les débris de notre célébration. La cafétéria s'est vidée. Il ne restait plus que moi et elle, et l'odeur du café froid et du gâteau écrasé. Hélène de Vérac a fait un pas en avant. Maintenant que nous étions seuls, son assurance s'est fissurée. Elle a chancelé. Elle s'est rattrapée à une table. Sa peau, sous la lumière crue du néon, était d'un jaune cireux. « Tu es malade, ai-je dit. Ce n'était pas une question, c'était un diagnostic. La voix de Triotte, encore. Elle a eu un petit rire sec qui s'est transformé en quinte de toux. Une toux sèche, profonde. Une toux que je n'aimais pas. Oui, a-t-elle dit en s'asseyant, en sortant un mouchoir en soie de son sac. Je suppose qu'on peut dire ça. Pourquoi es-tu là? Elle a levé les yeux vers moi. Des larmes ont commencé à couler. Des larmes de riche, silencieuses, parfaites. Elle ne tachait même pas son maquillage. Je te cherche depuis 17 ans, a-t-elle murmuré, depuis le jour où, depuis ce jour, le jour où tu as tiré la chasse d'Oja. La phrase est sortie plus dure que je ne l'avais voulu. Elle a tressailli, comme si je l'avais giflée. Non, je ne savais pas, j'étais malade. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Explique-moi comment on oublie son enfant dans des toilettes. Et elle m'a expliqué. Ce n'était pas l'histoire d'une mère cruelle. C'était une tragédie d'un autre genre. Elle avait 16 ans, pas de petite amie. Elle venait d'une des familles les plus riches de Marseille. Elle avait été agressée lors d'une fête par un ami de la famille. Ses parents, pour protéger l'honneur, l'avaient cachée. Ils l'avaient envoyée dans un internat en Suisse, qui était en fait un couvent pour jeunes filles en difficulté. Elle a passé 9 mois seule, terrifiée, traitée comme une paria. Quand le travail a commencé, elle s'est enfuie. Elle ne savait pas où aller. Elle a fini dans cet hôpital à Toulon, à des kilomètres de chez elle. Je n'ai pas vu un bébé, a-t-elle dit, sa voix brisée, regardant ses mains manucurées. J'ai vu le sang, la douleur. J'ai vu lui, l'homme qui m'avait fait ça. J'ai cru que j'étais sale. J'ai cru que ce qui sortait de moi était le mal. Je voulais juste que ça disparaisse. Elle pleurait vraiment. Maintenant, j'ai tiré la chasse et je suis partie. Je suis retournée à Marseille. Le lendemain, mes parents m'ont envoyée aux États-Unis. Elle a respiré. Je n'y ai pas pensé pendant 1 an. J'étais sous traitement. Dépression postpartum psychotique. C'est le terme. Et puis un jour, je me suis réveillée et j'ai su que j'avais abandonné mon enfant. Elle m'a regardée. J'ai passé ma vie et ma fortune à te chercher, Clara.
J'ai engagé des détectives. Mais comment trouver un bébé toilette sans nom? J'ai cru que tu étais morte. Comment m'as-tu trouvée, alors? Le docteur Triotte, a-t-elle dit. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Ton mentor, le grand docteur Trio. J'ai financé une partie de son unité de recherche pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. C'était ma pénitence. Je me suis souvenu. Elle, Hélène de Veyrac. Une plaque de cuivre discrète que je voyais tous les jours. Je n'avais jamais fait le lien. Il y a 1 mois, a-t-elle continué, il y a eu un gala de charité. Il a prononcé un discours et il a parlé de son miracle. Une jeune fille trouvée dans des circonstances tragiques, sauvée par une infirmière dévouée, une fille qui était maintenant lauréate d'un concours de physique. Il a projeté une photo de toi, Clara, pour inspirer les donateurs. Elle a sorti une photo d'elle, plus jeune. Elle l'a posée à côté de mon visage. J'ai vu cette photo, a-t-elle dit, et j'ai su que c'était toi, le docteur Trio, l'homme de la logique pure. Il avait, sans le savoir, réveillé le fantôme le plus illogique de tous. L'ironie était parfaite. Alors, ai-je dit, me levant, tu es venu, tu as raconté ton histoire. Tu es pardonné? Non, a-t-elle dit en se levant aussi. Elle s'est approchée. Elle m'a tendu la main. Je ne suis pas venue pour être pardonnée, Clara. Je suis venue pour réparer. Réparer? Il n'y a rien à réparer. J'ai une vie, j'ai une mère. Elle t'a donné une vie, a dit Hélène, et pour la première fois, la fragilité a quitté sa voix. Elle a été remplacée par l'acier de la vieille fortune. Une vie dans des couloirs d'hôpital. Une vie à manger les restes. Je l'ai vue. J'ai vu comment elle est habillée. Je sais ce qu'elle gagne. Elle m'a sauvée, ai-je craché. Elle t'a sauvée, oui, a-t-elle concédé. Mais elle ne peut pas te donner ce qui te revient de droit. Elle a ouvert son sac Chanel. Elle a sorti une carte. Pas une carte de visite. Une carte d'avocat. Épaisse comme un carton. Je meurs, Clara. Le diagnostic est tombé, aussi froidement que le mien tout à l'heure. Cancer du pancréas. Phase 4. J'ai 6 mois si j'ai de la chance. Probablement 3. J'ai commencé, mais je n'avais rien à dire. Je n'ai pas d'autre famille, a-t-elle continué. Mes parents sont morts. Je n'ai jamais eu d'autre enfant. C'est toi. Tu es la seule. Elle a glissé la carte sur la table. Je veux te donner tout. La maison à Marseille, l'appartement à Paris, la fortune des Vérac. Je veux te donner le nom que tu aurais dû avoir. Je veux que tu ailles à l'université, pas avec une bourse, mais comme la reine que tu es. Elle m'a regardée, avec une intensité désespérée. Je t'ai donné une naissance horrible. Laisse-moi te donner une vie magnifique. Elle a regardé maman, qui venait de réapparaître dans l'encadrement de la porte. Maman avait dû entendre. Son visage était blanc comme un linge. Hélène l'a regardée, sans méchanceté, juste avec de la pitié. Elle a fait un travail merveilleux. Elle t'a gardé en vie. Maintenant, laisse-moi te la rendre. Ta vie. Elle a remis son mouchoir dans son sac. L'avocat vous attendra. Quand vous serez prête. Elle s'est dirigée vers la sortie. Elle s'est arrêtée à côté de maman. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle a posé sa main manucurée sur le bras de maman, sur son uniforme d'infirmière froissée. Merci, a-t-elle murmuré. Merci d'avoir été mon incubateur. Vous avez été très courageuse. Puis elle est partie, laissant une odeur de parfum cher et de mort dans notre cafétéria. Maman s'est restée immobile. Incubateur. Elle a regardé la carte de l'avocate sur la table. Je me suis approchée d'elle. Maman, non, a-t-elle dit. Sa voix était un fil. Elle s'est avancée. Elle a pris une éponge sur le chariot de nettoyage. Elle est allée là où elle avait fait tomber le plateau. Elle s'est mise à genoux. Maman, arrête, ai-je dit. Laisse ça, ce n'est pas ton travail. Si, a-t-elle murmuré en essuyant le café et les miettes de gâteau du sol. C'est mon travail, c'est tout ce que je sais faire. Nettoyer les dégâts. Maman, regarde-moi. Elle n'a pas levé les yeux.
Elle continuait à frotter. Elle, elle a raison, tu sais, a-t-elle dit, sa voix étouffée. Elle est magnifique et riche, comme une vraie mère de film. Maman, ce n'est pas ma mère. Elle t'a donné la vie. Clara. Elle s'est arrêtée de frotter. Elle s'est assise sur ses talons, l'éponge sale à la main. Elle m'a regardée, et j'ai vu la peur la plus pure que j'ai jamais vue. Ce n'était pas la peur de l'hôpital, ou de Triotte, ou de la pauvreté. C'était la peur de l'effacement. C'est ton choix, a-t-elle dit, et chaque mot lui coûtait tout. C'est ton choix, Clara. Tu as le droit d'avoir tout ça. Le château, le nom, la vie. Elle a avalé. Tu as le droit de savoir qui tu es vraiment. Elle venait de me donner la permission de la quitter. Elle venait de me dire que 17 ans de sacrifice ne comptaient pas face à une carte d'avocat. Elle pensait que l'amour ne suffisait pas. L'ogre que Triotte avait combattu, le manque, la pauvreté, venait de gagner. Dès la sutente catharsis. Le chan kwikon, tu as le droit de savoir qui tu es vraiment. Maman était à genoux sur le sol de la cafétéria, au milieu du café renversé, me donnant la permission de l'abandonner. Elle venait de se réduire elle-même à une simple infirmière. L'incubateur que la femme riche avait décrit. Elle avait renoncé à son titre de mère. J'ai regardé ma mère, Mariki, la femme qui avait tenu tête à tout un hôpital, la femme qui avait juré de me porter toute sa vie, et je l'ai vue brisée. Cette femme, Hélène de Vérac, n'avait pas seulement apporté de l'argent, elle avait apporté le doute. Et le doute était un poison plus mortel que n'importe quelle maladie que maman avait combattue. J'ai regardé la carte de l'avocat sur la table, une porte vers un autre monde, un monde de châteaux et de noms. Puis j'ai regardé maman. J'ai tendu la main, pas vers la carte, vers maman. J'ai saisi son bras, celui qui tenait l'éponge sale. J'ai serré fort. Debout, ai-je dit. Ce n'était pas un cri, ce n'était pas une supplication. C'était un ordre, le même ordre que je lui avais donné quand j'avais 1 an, quand elle avait failli abandonner. Clara, a-t-elle murmuré, les yeux pleins de larmes. J'ai dit, debout, maman. Je l'ai tirée, je l'ai forcée à se relever. Elle était légère, comme une plume. Je l'ai mise sur une chaise. Je me suis retournée. J'ai pris la carte de l'avocat, sur la table. Je l'ai regardée. Hélène de Vérac, ma mère biologique. Et je l'ai jetée dans la poubelle, sous le distributeur de serviettes. Non, maman a bondi. Elle a couru vers la poubelle. Elle a plongé sa main dedans, au milieu des serviettes sales et des gobelets en plastique. Elle a sorti la carte, tachée de café. Elle s'est retournée vers moi, haletante, en tenant ce morceau de carton comme s'il s'agissait d'un trésor. « Tu es folle » a-t-elle crié pour la première fois de sa vie, contre moi. « C'est ta vie, Clara, c'est ton nom, c'est ton droit. Ce n'est pas ma vie, ai-je dit froidement. C'est sa pénitence. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, en larmes. Tu es brillante, tu es spéciale, tu ne mérites pas ça. Elle a fait un geste vers son uniforme d'infirmière, vers la cafétéria, vers notre vie. Tu mérites mieux que moi, a-t-elle murmuré. Et c'est là que j'ai compris. Elle n'avait pas peur que je la quitte. Elle avait peur de me retenir. Elle pensait sincèrement quel était le problème, que son amour n'était pas suffisant. Le docteur Triotte m'avait appris la logique. Maman m'avait appris le sacrifice. Et Hélène venait de nous apprendre le prix. Où est-il? Ai-je demandé. Qui? Triotte. Le lendemain, je n'ai pas attendu le samedi. Je suis allée à son bureau. Je n'ai pas frappé. Il était là, en train de lire un rapport, un café noir à la main. Il a levé les yeux, pas surpris. Vous lui avez montré ma photo, ai-je dit. Il a posé son café. Exact. Lors du gala de la Fondation Hélène de Vérac. L'aile pour la paralysie cérébrale que je dirige. Vous saviez qui elle était? Non, a-t-il dit. Je savais qu'elle était une riche donatrice.
hantée par la perte d'un enfant. Je n'avais jamais fait le lien. Mais vous avez utilisé ma photo. Vous saviez ce que ça allait faire. Il a enlevé ses lunettes. Il m'a regardé avec ce regard qui voyait à travers moi. Non, Clara, je ne le savais pas. Mais si je l'avais su, je l'aurais fait quand même. Pourquoi ai-je demandé, ma voix tremblant de rage. Pour tout détruire, ta mère est terrifiée, m'a-t-il coupé. Bien, la peur est une émotion logique dans cette situation. Et toi? Moi? Toi, tu es le commandant, a-t-il dit, en se levant. Et un commandant ne peut pas diriger une armée s'il ne connaît pas la carte complète du champ de bataille. Il s'est approché. Toute ta vie, tu as été définie par ce que tu n'es pas. Tu n'es pas la retardée. Tu n'es pas l'orpheline. Mais qui es-tu? Tu es le résultat d'un miracle dans des toilettes. Ce n'est pas une identité, c'est une anecdote. Elle est ma mère. Marie, qui est ta mère? Oui, c'est un fait. Hélène de Vérac est ta génitrice. C'est aussi un fait. Tu ne peux pas passer ta vie à ignorer le premier chapitre, juste parce qu'il est horrible. Il m'a pointé du doigt. Tu es une scientifique, Clara. Tu crois aux faits. La peur de ta mère est un sentiment. La richesse de cette femme est un outil. Mais la vérité, c'est ce qui te rendra libre. Il m'a donné la permission, pas de prendre l'argent, mais de savoir. J'ai pris la carte de l'avocat que maman avait lissée et posée sur ma table de nuit. Je n'ai pas appelé l'avocat, j'ai appelé Hélène. Elle était à l'hôpital, le même hôpital, ironiquement au 8e étage, l'étage des soins palliatifs de luxe. Je suis allée la voir, mais je n'y suis pas allée seule. J'ai forcé maman à venir. Non, Clara, je ne peux pas, c'est ton moment. Tu viens, lui ai-je ordonné. Tu es ma mère. Tu ne restes pas à genoux à nettoyer les dégâts. Tu te tiens debout à côté de moi. Quand nous sommes entrés dans la chambre, c'était un autre monde. Des fleurs partout, des machines silencieuses. Et Hélène, dans un lit de soie, qui ressemblait à une poupée de porcelaine mourante. Elle m'a vue, elle a souri, puis elle a vu maman. Et son sourire s'est figé. Qu'est-ce qu'elle fait là? A-t-elle demandé, sa voix faible mais pleine de l'arrogance de la vieille fortune. Maman s'est cachée derrière moi, tenant son sac à main comme un bouclier. Elle est ma mère, ai-je dit. Là où je vais, elle va. Hélène a soupiré, une quinte de toux la secouant. Clara, s'il te plaît, je n'ai pas le temps. L'avocat, as-tu... Je n'ai pas appelé l'avocat, ai-je dit. Prends l'argent, a-t-elle haleté. Prends tout, s'il te plaît. Laisse-moi mourir en paix. Laisse-moi savoir que j'ai fait une chose de bien. Je me suis approchée du lit. Pourquoi es-tu ici, maman? Ai-je demandé sans la regarder, en parlant à Mariki. Clara? A-t-elle commencé embarrassée. Non, dis-lui pourquoi tu es là. Maman m'a regardée. J'ai vu la peur dans ses yeux. Puis j'ai vu la promesse. Elle s'est redressée. Elle a fait un pas en avant, se tenant à côté de moi. Elle a regardé Hélène de Vérac, pas l'infirmière regardant la patiente riche, mais la mère regardant l'autre. Je suis ici, a dit maman, sa voix claire, parce qu'elle est ma fille. Hélène a eu un rire sec. Ta fille, tu es l'infirmière qui l'a trouvée. Tu es son sauveteur. Je suis sa mère. Tu lui as donné quoi? La pauvreté, une vie de reste. Tu l'as vue à l'hôpital. Elle mangeait les gâteaux de la fête comme si elle n'avait jamais rien mangé de bon. Assez, ai-je dit. Je me suis tournée vers Hélène. Elle m'a donné assez. Les larmes sont montées aux yeux de maman. Mais cette fois, c'était les bonnes larmes. Tu m'as donné la vie, Hélène, et tu as tiré la chasse d'eau. J'étais malade, et elle aussi, ai-je crié. Elle était malade de faim, malade d'épuisement, malade de solitude. Mais elle n'a jamais tiré la chasse d'eau. Je me suis penchée sur le lit de cette femme mourante. Elle n'avait pas d'argent, alors elle m'a donné son corps. Elle n'avait pas de congé, alors elle m'a donné son sommeil.
Elle n'avait pas de relation, alors elle m'a donné sa fierté. Quand je ne pouvais pas me retourner, elle a retourné le monde pour moi. Quand je ne pouvais pas parler, elle est devenue ma voix. Quand je ne pouvais pas marcher, elle m'a porté. Elle m'a porté pendant 17 ans. Alors ne me parle pas de ce qu'elle n'a pas donné. Le silence est tombé dans la chambre. Seul le bip d'un moniteur. Hélène m'a regardée. Longtemps. Alors, tu ne me pardonneras jamais, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, honnêtement, je ne pense pas. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste le résultat. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa tempe. Mais, ai-je continué, elle a rouvert les yeux. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton nom. J'ai fait un pas en arrière et j'ai pris la main de maman. J'ai déjà les deux. Mais cet argent, il doit aller quelque part. Il ne peut pas te suivre. J'ai pointé du doigt la fenêtre. De là, on pouvait voir le sous-sol, l'aile de rééducation, l'aile qui portait son nom. Donne-le leur, ai-je dit. Donne-le au docteur Trio. Donne-le aux enfants, qui ne sont pas des miracles. Donne-le aux bébés que personne ne veut. Fais en sorte que d'autres Mariki n'aiment pas à se tuer pour payer une facture. C'est ça ta réparation. Hélène a regardé maman, puis elle m'a regardée. Elle a souri, un vrai triste sourire. Tu es brillante, a-t-elle dit. Tu as sa dévotion. Elle a montré maman. Et tu as ma cruauté. C'est la logique, ai-je dit. Elle a attrapé un bouton. Infirmière. Appelez mon avocat. Nous sommes partis. Hélène de Vérac est morte 2 semaines plus tard. La fondation Véraki pour l'enfance en difficulté a été annoncée 1 mois plus tard. C'était le plus grand don que l'hôpital ait jamais reçu. Je suis allée voir Triotte. Il était dans son bureau. Il faisait ses cartons. Il prenait sa retraite. Alors, a-t-il dit sans lever les yeux, le commandant est maintenant une héritière. Non, ai-je dit, je suis toujours juste Clara. Je sais, a-t-il dit, j'ai reçu l'avis de la fondation. J'ai maintenant un budget illimité. C'est terriblement illogique. Je vais devoir embaucher du personnel. Il a continué à ranger ses livres. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Clara? Aller étudier ta physique? Devenir un génie ennuyeux? Probablement, ai-je dit. Il s'est arrêté. Il a sorti quelque chose de son tiroir. Une clé. Il me l'a lancée. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé du centre, a-t-il dit. La nouvelle El Veiraki. Je te la laisse. Quoi? Vous me laissez votre service. Je n'ai que 17 ans. N'importe quoi, a-t-il grogné. Tu es ma meilleure étude de cas. Tu es la seule à comprendre le système. Tu dois cet endroit. Tu dois t'assurer qu'il fonctionne. Il m'a regardé. Et pour la première fois en 17 ans, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la fierté. Maintenant, va-t'en, a-t-il dit, et ne laisse plus jamais une infirmière stupide avoir à nettoyer les sols pour apprendre le métier. Il a souri. C'était terrifiant. J'ai souri aussi. J'ai quitté l'hôpital. Le soleil se couchait. Je tenais la clé dans ma main, la clé de mon passé et peut-être de mon avenir. Je suis rentrée à la maison, notre appartement lumineux. Maman était dans la cuisine. Elle préparait le dîner. Elle fredonnait. Elle n'avait plus l'air fatiguée. Elle n'avait plus l'air d'une martyre. Elle était heureuse. Les fantômes étaient partis. Je me suis arrêtée dans l'encadrement de la porte. J'ai regardé cette femme, ma mère, mon rocher, ma vie. Soudain, le poids des 17 dernières années m'est tombé dessus. La survie, la bataille, la victoire. Maman, ai-je dit, ma voix soudainement petite. Elle s'est retournée. Oui, mon commandant. Je suis fatiguée. Elle a souri. Le même sourire. Celui qui avait allumé les étoiles le jour où j'ai dit maman pour la première fois. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. Elle a ouvert ses bras comme pour soulever son enfant de 7 ans, comme pour soulever son bébé de 6 mois. Eh bien, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une joie simple et pure. Alors je te porterai toute ta vie.
Ce n'était plus une promesse, ce n'était plus un sacrifice. C'était juste la vérité. J'ai ri, un vrai rire qui venait de l'endroit que Triotte avait guéri. Et je me suis avancée dans les bras de ma mère.